Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Comment concilier pratique religieuse et respect de la laïcité, surtout quand la question se pose à l'école? Qu'est-ce qu'être musulman aujourd'hui en France? On posera la question au recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shems Eddine Hafiz. En deuxième partie d'émission, focus sur Extra Students, la plateforme d'entraide entre élèves. Son fondateur sera avec nous sur ce plateau. Enfin, dans Quoi de neuf sur les réseaux, Brandon Warrett nous emmènera sur TikTok. À quelques jours des épreuves du bac et du brevet, les profs utilisent la plateforme comme un lieu de révision. Mais tout de suite, on retrouve Brandon justement pour l'actualité en bref. Brandon, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal par cette attaque au couteau qui a eu lieu ce matin près du lac d'Annecy en Haute-Savoie et le bilan est lourd. Vers 9h45, dans une aire de jeu, un individu a attaqué plusieurs personnes à l'arme blanche. Selon le dernier bilan provisoire communiqué par la procureure de la République d'Annecy, 6 personnes, dont 4 enfants en bas âge, ont été blessés en urgence absolue. Le pronostic vital de 3 victimes, dont 2 enfants, est engagé. L'agresseur présumé de l'attaque est un demandeur d'asile syrien de 32 ans qui s'est déclaré être un chrétien de Syrie. Il a rapidement été neutralisé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue. Elisabeth Borne et Gérald Darmanin se sont rendus cet après-midi à la préfecture de Haute-Savoie. Dans un point presse, la procureure de la République a annoncé qu'il n'y avait aucun mobile terroriste apparent derrière l'attaque. En hommage aux victimes, 1 minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale en fin de matinée. Le président de la République a quant à lui réagi sur Twitter. Il dénonce une attaque d'une lâcheté absolue. La nation est sous le choc, a poursuivi Emmanuel Macron. Du nouveau dans l'affaire de cette jeune Lindsay qui s'est suicidée le 12 mai dernier après avoir été harcelée à l'école pendant des mois et sur les réseaux sociaux. La mère de l'adolescente a été reçue hier par Brigitte Macron. Après un entretien avec le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, lundi, hier, c'était au tour de la première dame de recevoir la mère de l'adolescente. Une rencontre à l'Élysée qui a duré un peu moins de 2 heures. La mère de l'adolescente dit avoir été entendue et soutenue. À la sortie, elle a déclaré avec son avocat, c'était une conversation entre une maman et une autre maman. Brigitte Macron, lors de cette rencontre, a proposé à la mère de l'INSEE de devenir ambassadrice du programme phare lancé à la rentrée 2022 pour lutter contre le harcèlement scolaire. Un programme qui sera d'ailleurs élargi dès la rentrée de septembre 2023 au lycée. La maire de l'INSEE a assuré qu'elle comptait, elle, ouvrir une association dans le but notamment d'organiser des marches blanches. Nous avons évidemment une pensée pour la maman et le beau-père de l'INSEE ainsi que les frères et sœurs. Un tout autre sujet maintenant. Dans le cadre de la réforme des lycées professionnels, Carole Grandjean, la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, s'est rendue hier sur le terrain. Direction le lycée Henri Senaise à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais pour la ministre. Sur place, Carole Grandjean a tenté de répondre aux inquiétudes des enseignants et des élèves sur la réforme de la filière décrétée cause nationale le mois dernier par le président de la République Emmanuel Macron. Carole Grandjean ambitionne de faire du lycée professionnel une voie de choix reconnue par la société qui permet la réussite des élèves. La ministre a annoncé dans la foulée le financement de 14 projets avec un soutien de plus de 100 millions d'euros pour la création de 600 000 places de formation aux métiers d'avenir dans le cadre du plan d'investissement France 2030. Enfin, on termine ce journal par une pénurie qui inquiète les professionnels pour cet été, le manque d'animateurs dans les colonies de vacances et les centres de loisirs. Mairie, organismes recherchent animateurs désespérément. L'animation est l'un des secteurs qui connaît le plus de difficultés avec la restauration en matière de recrutement. Au niveau national, sur les 350 000 postes proposés cet été, 30 000 ne sont toujours pas pourvus. Selon Exopé, le syndicat employeur de la branche animation, 6 organismes sur 10 envisagent même de réduire le nombre d'inscrits et les activités proposées cet été. Le métier d'animateur n'a plus la cote. Selon une récente étude de l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, le nombre de personnes ayant obtenu le BAFA a chuté de près de 40% en 10 ans. En cause, la faible rémunération du métier d'animateur et le manque de perspectives professionnelles. Chaque année, 2 millions d'enfants sont accueillis dans des colonies de vacances ou des centres de loisirs. Ils étaient 6 millions dans les années 60. Merci beaucoup, Brandon. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris est l'invité exceptionnel du Grand JT. C'est tout de suite.
Monsieur le recteur, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir sur School TV. Alors, vous êtes le recteur de la Grande Mosquée de Paris, évidemment avocat honoraire. Vous avez été aussi membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Commençons bien évidemment avec l'information principale de cette journée, cette attaque au couteau à Annecy dans un parc par un individu armé d'un couteau. 4 enfants en bas âge ont été blessés, ainsi que 2 adultes. On a assez peu d'informations sur l'individu en question. A priori, l'homme serait syrien, réfugié en Suède depuis une dizaine d'années. Il portait une croix au moment des faits, ainsi qu'un livre de prière chrétien. J'aimerais une réaction de votre part, évidemment. C'est terrible que des enfants, que des personnes, des innocents, qui je crois étaient dans un parc, se trouvent de cette manière agressés. Que voulez-vous dire? La folie humaine, c'est vraiment terrible. Malheureusement, en France comme ailleurs, ce genre d'actes commence à devenir de plus en plus nombreux. Et que voulez-vous dire dans des moments pareils? Je m'incline et je partage la douleur des familles en espérant que pour ces enfants et pour, je crois, il y a 2 adultes, que ça ne soit que des blessures et que voilà, les choses se terminent bien pour eux. Mais en tout état de cause, nous sommes en train de vivre une époque très compliquée où aujourd'hui des hommes sont pris par cette folie. Comment pouvons-nous l'expliquer? Cette folie, je ne sais pas comment l'expliquer non plus, évidemment, mais forcément, ce qui marque les esprits, c'est ce fameux livre de prière, chrétien en l'occurrence à la main, avec une croix. Est-ce qu'on peut encore expliquer une folie au nom d'un Dieu, au nom de Dieu? Malheureusement, combien de fois on a tué au nom de Dieu? Combien de fois on a commis des atrocités au nom de Dieu? Et moi, en tant que musulman, je me pose souvent cette question. Et vous savez, en tant que musulman, lorsque nous avons eu ces terribles tragédies du Bataclan, de Charlie Hebdo, vous imaginez, moi ce que je dis souvent, et c'est peut-être ma formation d'avocat, nous subissons la double peine parce que c'est au nom de notre Dieu, au nom de notre Créateur, que de tels actes abominables sont commis. Et en même temps, en tant que citoyen, ça peut arriver que il y ait des proches à nous qui soient touchés par cette folie des hommes. Et je crois qu'il faut raison garder, trouver des solutions pour que nous puissions tous ensemble rappeler la fraternité humaine, rappeler l'altérité, rappeler un certain nombre de grandes valeurs qui aujourd'hui traversent l'ensemble des religions. Ce n'est pas un monopole de quelque religion que ce soit. Et moi, je pense qu'en tant que musulman, j'essaye de rappeler en permanence cette notion de fraternité qui est importante. S'attaquer à quelqu'un d'autre, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa croyance, qu'il soit croyant ou pas, c'est quand même terrible parce que en tant que musulman, cette personne qui est en face de vous, c'est une création de Dieu. Donc comment faire du mal à quelqu'un qui a été créé par Dieu? Et vous ressentez, monsieur le recteur, le besoin de rappeler en permanence ce besoin de fraternité qui finalement paraît si naturel? Écoutez, aujourd'hui, oui, je crois qu'on s'est habitué à parler des trains qui arrivent en retard, alors que vous savez, parler de religion, parler de l'essentiel d'une religion, quelle qu'elle soit, je crois que c'est important de rappeler ces grands principes. Et aujourd'hui, je crois que depuis le 11 septembre 2001, malheureusement, ma religion a toujours été assimilée à la violence, à la terreur, au terrorisme. Et je crois qu'il est de mon devoir, en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, de rappeler que la religion musulmane n'est pas une religion de violence. Alors c'est facile de le dire. C'est là où il y a toute cette difficulté. On peut me dire, oui, mais dans la pratique. Moi, je peux dire que dans la pratique, ces gens-là qui utilisent la violence, soit ils ont un message dévoyé, soit ils ont interprété à leur façon pour faire du mal aux autres, alors que l'islam... Interpréter quoi? Le Coran? Le Coran, bien évidemment. Mais parce que alors, ça veut dire que les interprétations du Coran pourraient mener à cela? Bien sûr. À cette forme de violence-là? Aujourd'hui, moi, je reconnais que les terroristes se basent sur des versets coraniques qui sont effectivement totalement modifiés, transformés, sortis de leur contexte. Mais oui, on peut dire à n'importe quel texte religieux ce qu'on a envie de lui faire dire. Et c'est ça, je crois, le défi qu'il faut relever, notamment
en France, et notamment sur la question de l'islam, aujourd'hui, moi je dis, il faut que nous nous exprimions, il faut que nous puissions, nous musulmans, aller vers l'autre pour leur expliquer ce qu'est réellement notre religion. Ne pas le faire, ça serait vraiment une erreur, voire une faute de notre part. Est-ce que vous avez des réactions en face de vous, des fidèles, de ceux qui viennent prier fréquemment justement à la Grande Mosquée de Paris, ou des personnes que vous rencontrez, qui sont musulmans ou non d'ailleurs, ou peu importe la religion, et qui vous disent que, eh bien, ils sont un peu perdus dans cet univers et qui ne savent plus très bien comment finalement interpréter le Coran ou prendre au fait la religion? Non, c'est pas ça l'essentiel, parce qu'ils connaissent leur religion. Les gens qui fréquentent une mosquée, qui viennent prier, connaissent la réalité de leur religion. Le problème, c'est ce qu'on en fait, c'est les interprétations, c'est les réactions qui existent. Et aujourd'hui, je vous cache pas, lorsque j'ai appris l'attentat de ce matin à Annecy, au fond de moi-même, et je pense que beaucoup de musulmans ont cette réaction, est-ce que c'est un musulman qui a fait cet acte ? Parce que, comme je vous le disais, c'est véritablement une double peine pour nous, parce que le fait de dire Allahu Akbar, Dieu est grand, vous savez, moi en tant que fidèle musulman, cette expression, je l'utilise plusieurs fois dans la journée. Parce qu'elle est belle. Parce qu'elle est belle, elle me met en contact, en relation avec mon Créateur. Et aujourd'hui, c'est devenu un mot de guerre, un mot d'épouvante. Demain, vous entendez dans un avion, on l'a vu, ou dans un train, ou dans un bus, ou dans la rue, quelqu'un qui vous dit Allahu Akbar, vous dites qu'est-ce qui va m'arriver? Alors que moi, j'aimerais que les personnes qui ne sont pas musulmanes, qui entendent Allahu Akbar, se rendent compte qu'il y a des personnes qui sont en communion avec leur Créateur et qu'il n'est pas du tout question aujourd'hui de faire du mal à quiconque. C'est ça un peu notre difficulté à nous. Vous ressentez aujourd'hui, monsieur le recteur, un dénigrement des musulmans, puisque vous parlez justement de cette situation aujourd'hui où finalement on s'attendait à ce qu'on dise que ce soit un musulman qui ait commis cet acte-là. Vous ressentez finalement une attente, un dénigrement permanent? Eh bien, écoutez, oui, on est souvent mis à l'index, de toutes les manières. On voit bien que dès l'arrivée d'une élection présidentielle, lorsqu'il y a des enjeux politiques dans notre pays, on commence à sortir des sujets qui sont des sujets qui peuvent créer, je dirais, une attente de l'électorat. Et c'est bien évidemment l'islam qui est au premier chef. On l'a vu l'année dernière, où des candidats ont basé l'ensemble de leur campagne sur le dénigrement de l'islam et des musulmans, en disant que les musulmans ne sont pas à leur place dans la société française, ne peuvent pas être des citoyens comme les autres. Et moi, c'est le combat que je mène au quotidien, c'est de montrer, que d'abord, le musulman est un citoyen à part entière, qu'il n'y a aucune incompatibilité entre les règles de l'islam et les valeurs intrinsèque de la République, et qu'au contraire, on peut être citoyen et musulman sans aucun problème. J'essaie de le faire tous les jours et je peux vous dire que c'est très difficile. Je pose la question d'autant plus que vous avez écrit ce livre. N'en déplaise à certains, nous sommes les enfants de la République. Il a été publié il y a quelques années. Non, l'année dernière, juste pardon, au moment de l'élection présidentielle. Excusez-moi, voilà. Ce livre, et en fait, dans l'introduction, la première page est assez éloquente. Vous citez Michel Houellebecq et qui dit « La religion la plus con, c'est quand même l'islam. Quand on lit le Coran, on est effondré. » Il a fait son mea culpa depuis. Mais quand on lit cela, quand on voit que nos élites, puisqu'il fait partie des élites, bien sûr, malgré le mea culpa, prétendent ce genre de choses, il y a une portée très forte. Comment vous réagissez ? Ben écoutez, c'est pour cela qu'en décembre dernier, lorsqu'il avait fait son interview avec Michel Onfray, j'ai immédiatement réagi en menaçant donc de l'attaquer en justice, et le grand rabbin Chaim Corsia avait proposé que nous nous rencontrions. J'ai immédiatement accepté parce que je pense que je vous disais il y a un instant, c'est important d'échanger, c'est important que vous connaissiez ma religion. Et lorsque j'ai discuté avec Michel Houellebecq, tout de suite, mais vraiment presque de manière spontanée, il me regardait en me disant « mais vous avez raison ». Donc il a exprimé ses regrets, il l'a réitéré à plusieurs reprises. Dans son dernier livre, il en parle. J'entretiens aujourd'hui des relations avec lui qui sont des relations d'un intellectuel qui reconnaît s'être trompé. On peut parler encore d'un intellectuel, mais attendez, on n'est pas dans une relation. C'est important qu'un homme de son envergure, qui est, je crois, un des écrivains les plus lus dans le monde, sinon le plus lu, qui aujourd'hui accepte de reconnaître son erreur qui n'est pas ponctuelle, ça fait des dizaines d'années qu'il entretient cette haine pour les musulmans. Quand vous parlez, ça fait 15 ans, moi je l'avais attaqué en justice à l'époque. Aujourd'hui,
il reconnaît qu'il s'était trompé sur les musulmans et qu'il a eu des propos excessifs. C'est quand même une leçon à la fois d'humilité de la part d'un homme comme lui, et en même temps, ça m'oblige à moi et à tous mes coreligionnaires d'aller vers l'autre, d'expliquer aux non-musulmans qui est une religion en fait méconnue. Et ce qu'est le pardon, donc. Et ce qui est effectivement le pardon. Autre triste, effectivement, événement, vous avez évoqué Charlie Hebdo. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty a été assassiné par un islamiste pour avoir montré les caricatures du prophète, donc de Charlie Hebdo, à sa classe. Vous avez bien sûr rendu hommage et condamné cet abominable acte. Cependant, vous aviez attaqué auparavant Charlie Hebdo en tant que, donc, en qualité d'avocat pour ces fameuses caricatures. Quelle est votre position aujourd'hui à l'égard de la liberté d'expression de manière générale, en particulier à l'école? Moi, je l'ai écrit au moment du procès de Charlie Hebdo il y a 2 ans. J'avais fait un papier qui avait été publié, je crois, dans Le Monde, dans lequel j'avais dit que Charlie Hebdo continue à vivre et que Charlie Hebdo continue à caricaturer. Si vous voulez, quand vous expliquez que j'avais attaqué Charlie Hebdo, je l'ai attaqué à un moment donné parce qu'il fallait que la Grande Mosquée de Paris réagisse. Il y avait un certain nombre d'événements à l'époque. Je vous rappelle que des drapeaux français brûlaient un peu partout dans le monde, qu'il y avait des manifestations qui étaient organisées et que, à la Grande Mosquée de Paris, beaucoup de fidèles se posaient des questions. Et nous avons eu, Dalil Boubacar, mon prédécesseur, et moi-même en tant qu'avocat, nous avons eu, je crois, un geste républicain. Je ne suis pas content. Nous avons une relation, vous et moi, on n'est pas content. On va en justice. C'est le juge qui doit statuer. C'est ce que j'ai fait, tout simplement. Mais on nous a dénié ce droit. En considérant, pourquoi attaquer Charlie Hebdo? C'est comme quand j'avais menacé d'attaquer Michel Houellebecq. Je peux vous dire qu'on a considéré que je bâillonnais la liberté d'expression. Non. Le législateur, il a considéré les règles de la liberté d'expression, mais qu'à un moment donné, cette règle de droit avait ses propres limites. Moi, je considère qu'à un moment donné, lorsqu'on dépasse, je dirais, le cadre de la loi de la liberté d'expression, eh bien, il faut réagir de manière républicaine et saisir les tribunaux, parce que le juge, c'est lui qui doit statuer, est-ce que j'avais raison ou tort? Ne pas se faire justice soi-même, c'est une façon également pédagogique de montrer aux musulmans que nous sommes des citoyens à part entière. Bien sûr. Je veux être citoyen, mais lorsqu'il s'agit d'affaires de justice, je vais régler mes problèmes tout seul? Non. La porte du tribunal est devant moi. Mais cela pose une question quand même essentielle, à la fois en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris et effectivement avocat, défenseur des droits. Dans cette situation-là, finalement, qui est au-dessus? La loi ou la foi? La loi, bien évidemment. Vous savez, pour moi, ce sont deux espaces totalement différents. Mais s'il y a à un moment ou à un autre une confusion des espaces, bien évidemment que la loi passe au-dessus. Moi, je considère, et je prends toujours cet exemple, regardez l'évolution de la société française. On en est arrivé à ce que la société française considère qu'il fallait une loi pour le mariage pour tous. C'est-à-dire un couple homosexuel. Aujourd'hui, on avait fait le Pacs, on a considéré que c'était un statut juridique insuffisant, et bien, il fallait aller plus loin. Et donc aujourd'hui, on peut aller devant madame ou monsieur le maire et se marier lorsqu'on est un homme et un homme, ou une femme et une femme. Mais en même temps, et c'est ça, moi, que je veux montrer comme étant la laïcité et cette beauté de notre loi française, c'est qu'on ne vous oblige pas, à vous, religieux, qu'on soit musulman, juif ou chrétien, de marier ces personnes. C'est là où il y a toute la différence. Aujourd'hui, on n'a pas dit, dans les mosquées, les imams doivent marier des personnes homosexuelles. Mais par contre, dans la société de tous les jours où il y a des droits, eh ben, c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'un couple homosexuel retrouve l'ensemble de ses droits. Et vous voyez bien qu'on n'est pas dans des espaces, je dirais, communs. Nous avons la religion et nous avons la société. Et à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Et je ne vois pas du tout comment un couple homosexuel ne peut pas réclamer ce genre de droit. Quand on parle d'école, évidemment, j'aimerais réagir, enfin vous faire réagir surtout dans une lettre adressée le 10 mai au ministre de l'Éducation à Pap Ndiaye, lettre que vous avez donc rédigée. Vous lui avez fait part de votre incompréhension parce qu'il avait fait le parallèle entre une hausse des atteintes à la laïcité à l'école, que l'on voit beaucoup depuis ces derniers mois, dont on parle beaucoup, avec le port de tenues ostentatoires religieuses à l'école, et la période du Ramadan. Donc il avait fait un lien entre effectivement cette hausse des atteintes à la laïcité et la période du Ramadan. Est-ce qu'il vous a répondu ? Pas du tout.
crois qu'il est très occupé, mais j'attendais une réponse, j'attendais une réaction de sa part. Il n'y en a aucune. J'ai l'habitude de cette forme de mépris, parce que je considère que c'est une forme de mépris, que le ministre de l'Éducation nationale, que je saisis officiellement, je savais qu'il n'allait peut-être pas me répondre, c'est pour ça que j'ai tenu à la rendre publique, cette lettre. Bien sûr. Parce que, si vous voulez, cette forme est insupportable. Jeter comme ça l'opprobre sur un des éléments qui, à mon avis, parce qu'aujourd'hui, vous savez certainement, je vais jouer votre rôle de journaliste, vous savez la période du ramadan, ce que c'est. Aujourd'hui, le mot ramadan est entré à la fois dans le dictionnaire français, mais en même temps dans la vie de tous les jours. On sait quand est-ce que les musulmans font le ramadan. Il y a tellement d'actions positives qui sont menées à ce moment-là. C'est un moment festif, c'est un moment qui est devenu culturel. Ce qui est terrible, monsieur le recteur, c'est de devoir l'argumenter, justement, comme vous le faites, de devoir dire que c'est formidablement positif, alors que de nature, de fait, évidemment, ça l'est. Et en même temps, vous voyez que lui ne fait que dire que pendant le ramadan, nous relevons des atteintes à la laïcité. C'est lesquelles? Moi, j'aurais voulu m'entretenir avec lui pour savoir de quoi il s'agit. Parce que, vous savez, je suis profondément blessé, vous vous en êtes rendu compte, parce que pour moi, je le dis, je le répète à satiété, la laïcité est une chance pour l'islam. La laïcité, son cadre juridique, pour moi, la laïcité, c'est le creuset de notre citoyenneté. Vous et moi, notre lien commun, c'est notre citoyenneté. Quelle que soit votre croyance, quelle que soit la mienne, nous sommes ensemble dans un cadre qui est le nôtre parce que nous sommes citoyens d'une même nation. Vous me déniez ce droit à partir du moment où vous jetez l'opprobre comme ça sur ma religion sans argumenter. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale. Vous ne pouvez pas à un moment donné positiver, c'est ce que je dis dans ma lettre. Vous voyez des jeunes qui sont extrêmement solidaires avec des personnes âgées. Vous savez que je distribuais 3500 repas pendant tout le mois dans plus de 20 villes françaises. À aucun moment, monsieur le ministre de l'Éducation nationale n'a dit, tiens, voilà un élément positif pour les musulmans. Mais il ne l'a pas fait non plus pour les autres religions qui font la même chose aussi pour d'autres écoles. Donc oui, mais finalement, le fait religieux... il n'a jamais relevé une atteinte à la laïcité pour les autres religions. C'est toujours l'islam. Alors justement, voilà, c'est ma question. On y vient. On parle d'islam en permanence, c'est justement de ce problème d'atteinte à la laïcité. Est-ce que finalement vous parliez de cette chance d'avoir la laïcité, effectivement, d'une république laïque pour les religions de manière générale et l'islam en particulier, effectivement, de pouvoir exercer sa propre religion. Est-ce que tous les musulmans, tous ceux que vous côtoyez, avec qui vous parlez, et de manière générale, respectent cette laïcité, notamment à l'école? 90% ou 95% des musulmans respectent la laïcité, s'intègrent sans aucun problème, acceptent ces règles-là. Il y a effectivement une petite minorité qui est très dynamique, qui est à chaque fois, je dirais, sur le fil du rasoir, qui sont à la limite de la légalité, voire qui allègrement passent la frontière. Mais en même temps, pourquoi vous sanctionnez 95% des musulmans alors qu'il n'y en a que 5% qui posent problème? Ils ne sont pas sanctionnés, les autres. On sanctionne ceux qui ne portent atteinte à la laïcité. Oui, bah c'est 5%. C'est 5%. Est-ce que vous êtes en contact avec eux? Est-ce que vous arrivez à leur parler? Quels sont les arguments qui sont posés? Ben écoutez, alors d'abord, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on considère que toutes les actions qui sont menées sont des formes de réaction. Je suis dans une crise d'identité. Il y a dans des mosquées aujourd'hui un certain nombre d'imams qui sont imams étrangers qui viennent vous susurrer à l'oreille que vous êtes un jeune musulman, vous ne pouvez pas vous intégrer dans la société française. La société française, elle est dirigée par des mécréants et que donc, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas être français, même si vous le souhaitez, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes en train de vous éloigner de votre foi. Voilà le discours permanent qu'on est en train de transmettre aujourd'hui. Je vous dis encore une fois des imams étrangers qui passent ce type de message à des personnes qui sont effectivement à la recherche d'une identité, qui sont complètement perdues. Mais vous tentez de pouvoir justement calmer cette situation et de... Écoutez, la Grande Mosquée de Paris, nous faisons un travail très important. Nous allons vers ces personnes, nous essayons de leur parler. C'est pas évident. Bien sûr, mais nous créons une forme de lien avec eux pour leur expliquer que la religion musulmane n'est pas
celle aujourd'hui que vous pensez d'être en permanence dans l'opposition. Mais en même temps, c'est difficile parce que ils sont quelque part, ils se considèrent comme rejetés par la société. Mais pourquoi se considère-t-il comme rejeté ? Écoutez, malheureusement, quand on vous traite d'un certain nombre de noms, un racisme encore trop présent qui est argumenté, que le taux de chômage dans ces quartiers, etc., est extrêmement élevé, quand vous avez le faciès qui ne correspond pas, je dirais, au modèle type du français, oui, c'est une difficulté. Et leur susurrer à l'oreille en permanence qu'ils ne sont pas faits pour être français. Vous imaginez aujourd'hui un gamin de 10 ans qui regarde la télévision tous les jours et qu'il entende qu'il doit repartir dans son pays. C'est où son pays ? On est à la 3e, 4e génération aujourd'hui. On les appelle toujours des étrangers. C'est toujours, on lie l'immigration à l'islam en permanence. Ce sont des discours politiques aujourd'hui pernicieux et qui créent cet amalgame. Moi, je suis prêt à faire ma part. Et j'ai mis en place, depuis 3 mois aujourd'hui, un projet d'adaptation du discours religieux et du comportement musulman aux valeurs de la République française. Oui. Je suis en train de le faire. Il y a 2 commissions, une commission société civile et une commission religieuse. La commission société civile, il y a des anciens ministres, il y a des sociologues, des philosophes, des historiens qui participent à ce travail. Je leur ai posé une seule question. Pour vous, quelle est la place de l'islam et des musulmans dans une société sécularisée ? Et vous travaillez aussi avec les autres religions qui sont les plus grandes représentées en France, à savoir les catholiques et les juifs ? Dans la commission de la société civile, j'ai les 4 principaux chefs de ces... Les protestants ? À la fois les protestants, les catholiques, les juifs, les bouddhistes sont présents, participent activement à ce travail. Et de l'autre côté, j'ai une commission religieuse qui est composée d'imams, et qui se penche sur ce que moi j'ai appelé les points de friction entre la composante musulmane de France et le reste de la communauté nationale. Parce que je suis conscient qu'il y a un travail aujourd'hui, de reconstruction d'un pacte social. Il y a aujourd'hui un problème, je ne vais pas vous dire que tout va bien, l'islam aujourd'hui pose un problème dans la société française. Si vous en avez conscience, vous faites en sorte justement que ça ne puisse plus de problème. Tous les jours je le fais. Mais en même temps, je dis que ce n'est pas une question qui concerne le recteur de la mosquée de Paris avec les musulmans, ça concerne toute la société française. Tout le monde doit être concerné par cette question. Parce que c'est pas... Vous savez, quand on voit qu'il y a ce malaise, ça nous concerne à tous. Donc il faut qu'on fasse ensemble, se prendre par la main pour essayer, alors à moi de vous expliquer ce qu'est ma religion, mais en même temps, il faut que vous me regardez avec bienveillance et non pas chercher en permanence à dire « mais oui, mais tu n'as pas ta place ici ». C'est ça ce que ressentent ces jeunes et c'est pour ça qu'ils ont peut-être ce type de sorte de provocation et de réaction. Parmi tous les enjeux de l'école, il y a la culture de l'égalité, l'apprendre à vivre ensemble, qui est essentielle. Nous recevions hier la ministre chargée de l'égalité homme-femme, Isabelle Rome, qui était sur ce plateau, et qui, évidemment, revenait sur l'importance de lutter contre les haines de manière générale. Est-ce que vous pensez que l'école peut y arriver ? Écoutez, l'école doit y arriver parce qu'en fait, c'est le creuset de la République. C'est là où tout le monde se retrouve. À un moment donné, au début du XXe siècle, l'école était un creuset républicain qui permettait à tout un chacun de se retrouver. Fils d'ouvriers, fils de ministres, ils se sont retrouvés. Pourquoi pas aujourd'hui ? Mais il faut qu'on relève ensemble ces défis. Mais on voit bien les inégalités qu'il y a face à l'apprentissage. On voit bien un problème de mixité sociale et scolaire aujourd'hui. Bien sûr. Donc est-ce que l'école peut arriver réellement à lutter contre toutes ces haines ? Moi, je crois. Et est-ce que c'est le rôle de l'école ? Moi, je crois que si. Parce que l'école aujourd'hui, vous savez, moi je le vois à travers... Et là, je touche au vécu quotidien des fidèles à la mosquée qui, aujourd'hui, n'ont plus beaucoup de références. Les parents, c'est plus vraiment, je dirais, la source de l'apprentissage. Mais c'est eux qu'il faut convaincre, monsieur le recteur. Oui, mais les parents sont aussi perdus aujourd'hui. Il faut les convaincre. Mais bien sûr, tout le monde doit changer. Moi, je dis aux imams, vous avez un rôle d'éducation. Lorsque vous rappellerez les versets coraniques qui disent qu'il faut respecter les plus anciens, qu'il faut respecter le voisin, etc., la notion d'humilité dans la religion et tout, ça fait partie de notre éducation. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup de jeunes musulmans qui viennent fréquenter la mosquée, notamment le vendredi, parce qu'ils veulent écouter le discours de l'imam.
on ne peut pas dire l'école. Je crois que c'est encore une fois tous ensemble. Il faut aujourd'hui faire ce travail collectif et chacun à sa place. Et je crois que la Grande Mosquée de Paris prend en permanence, je dirais, son rôle au sérieux pour essayer de transmettre ces messages à la fois de citoyenneté et en même temps de solidarité et surtout d'altérité. Je dois essayer de me mettre à votre place, comme vous essayez de me mettre à ma place, parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. C'est ça qui est le plus beau. Merci, monsieur le directeur Chemseddine Nafis, d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre, N'en déplaise à certains, nous sommes les enfants de la République, paru chez Kero. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT. Merci beaucoup. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Jules Simian-Brochery. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis ravie de vous recevoir, Brandon aussi. Vous êtes à la tête d'une plateforme Extra Student, une plateforme d'entraide entre les élèves pour réviser les cours. Alors, il y a 3 ans, vous lanciez donc Extra Student en plein confinement. L'idée vous est apparue comme une nécessité, c'est ce que vous me disiez il y a quelques mois. Et justement, en quelques mois, ça cartonne. Vous vous faites remarquer par le classement Forbes en 2022 des 30 under 30, 30 under 30. Vous vous attendiez à un tel succès ? Non, mais c'est ce que je cherchais en vérité. C'est ce que forcément, lorsqu'on monte un projet, on espère qu'il y a un retour positif du marché. Mais non, le gamin de 17 ans qui lançait son site en plein confinement ne s'attendait pas du tout à cet enchaînement, au fait d'arrêter les études et d'avoir une plateforme qui aujourd'hui est plutôt centrale sur le marché éducatif. Donc non, pas du tout, non. Alors racontez-nous justement l'évolution de cette plateforme. C'est ça, bon, d'abord pour l'histoire que vous connaissez mais que certains ne connaissent pas, on avait monté un premier site, c'est plutôt jeu, mais j'avais monté un premier site pendant le Covid, donc période du confinement en 2020, un site d'entraide qui permettait aux élèves de mettre en commun de la ressource scolaire, et puis après s'en est suivi un autre, et puis une remise à zéro, une remise à niveau, en juin 2022 pour sortir cette application-là, Extra Student, avec un système qu'on avait totalement pensé de A à Z, une gamification des contenus et des profils de nos créateurs de contenu, vraiment quelque chose de pro et de pensé. Et c'est l'application qui marche plutôt correctement aujourd'hui et dont on vient parler aujourd'hui. Plutôt pas mal, puisque vous venez de faire une levée de fonds quand même d'1,5 million pour développer cette plateforme. Quelle est l'ambition justement, puisque ça marche, vous êtes populaire, vous êtes reconnu d'utilité, et aujourd'hui, a priori, la levée de fonds fonctionne aussi. Voilà, en fait, on a avancé comme on le pouvait pendant ces derniers mois. À un moment, je me suis dit, on a une plateforme qui marche. Donc, nous, dans notre langage, on dit qu'on a une preuve de concept. Et cette preuve de concept, il fallait la scaler et montrer qu'on pouvait toucher déjà beaucoup plus de gens sur le territoire français et après aller dans d'autres pays. Donc, cette levée de fonds, elle va servir à ça, à avoir une structure tech un peu plus forte parce qu'on a beaucoup de monde, beaucoup de trafic, on stocke beaucoup de data. Et puis, recruter, faire des campagnes marketing un peu plus ciblée, devenir une vraie plateforme. Ça veut dire en fait qu'il ne sera pas essentiellement française, mais qui sera donc vraiment à vocation internationale. On commence à la voir comme ça, oui. On se dit que si ça plaît en France et qu'il y a cette telle traction, alors que la France c'est un pays compliqué au niveau des applications, des usages, on s'abonne pas à beaucoup de profils, de contenus différents, on n'a pas le téléchargement facile en fait, c'est pas là dans notre tempérament, qu'en fait ce serait plutôt intéressant d'aller voir en Italie, dans les pays limitrophes quoi. D'accord. Que vous dit votre famille, votre entourage, vos amis, ils vous soutiennent ? Alors oui, en partie ils nous soutiennent. Il y a certains amis, certains membres de votre famille qui à un certain moment comprendront pas trop ce que vous faites, où vous allez, donc ils vous diront concentre-toi sur quelque chose de plus classique. Alors ça, bien sûr, ce genre de phrases, je les ai souvent eues, mais globalement oui, les gens me soutiennent bien sûr. Ouais. Alors ce qui est assez étonnant pour effectivement une application d'entraide, c'est qu'il y a un chat. Et c'est assez rare globalement, non ? Vous êtes les seuls à le faire ? Déjà, l'entraide, en fait, c'est un peu le thème sur pas mal de réseaux sociaux. L'entraide, c'est quoi ? C'est tendre la main à l'autre, discuter avec l'autre. En fait, c'est un peu la base du réseau social. Nous, on s'est rendu compte que l'entraide, elle se pratiquait par le partage de documents, mais qu'elle pouvait aussi se traduire par, demain, des échanges sur un réseau, comme on en a sur Twitter, Facebook à l'époque. Ça Parce que c'est pas juste, je te file un document que tu n'as pas. C'est aussi une aide pour l'orientation, c'est-à-dire pour aussi définir un avenir. En fait,
on crée du contenu déjà, on a des créateurs de contenu et on a des bénéficiaires de ce contenu-là. Et ce contenu-là, il peut porter sur plein de thématiques. Alors ça reste dans le monde scolaire, mais le monde scolaire, c'est aussi le monde de l'orientation. C'est des phases qu'on approche lorsqu'on arrive en fin de terminale et fin de licence et fin de master. Et donc, on a des créateurs de contenu qui créent du contenu sur les métiers de demain, ou même les métiers aujourd'hui, ou qui créent du contenu sur le français et des matières voilà, qu'on a lorsqu'on est au lycée. Ça dépend de la façon dont on prend l'usage de la plateforme. Vous avez fait un contenu spécifique sur Parcoursup parce qu'on voit tous les parents et évidemment élèves qui sont complètement démunis face à la situation, qui se retrouvent avec par exemple de très bons dossiers, de très bonnes notes si je puis dire, et complètement perdus avec des demandes qu'ils avaient à peine faites. Bien sûr. Alors nous, du coup, on crée aucun contenu. La plateforme, c'est nos utilisateurs qui en créent. Oui, enfin, les discussions Parcoursup, on a eu énormément. C'est un sujet qui fait peur, qui stresse beaucoup de gens, parce que d'un jour à l'autre, il faut avoir fait des choix. On ne sait jamais lesquels faire. On n'est jamais allé dans toutes les universités dans lesquelles on veut candidater. Donc c'est très compliqué de faire ce choix-là. Et il est vraiment important pour la suite de votre vie. Par contre, on a inclus une nouvelle fonctionnalité dans la plateforme récemment, enfin en décembre, celle d'avoir une école, de pouvoir visiter la page d'une école. Donc on a donné la possibilité à des écoles d'avoir leur page. Donc en plus des profils étudiants et lycéens, aujourd'hui, vous pouvez aller visiter des profils d'école pour vous renseigner sur les formations disponibles, s'il y a un restaurant intercampus, s'il y a des associations étudiantes, le prix de l'année, le taux de diplôme, enfin voilà, un peu toutes ces infos-là. La levée de fonds, les 100 000 utilisateurs, c'est quoi l'objectif dans les prochaines années, 2024, 2025 ? Alors maintenant, c'est de prouver qu'on peut aller plus loin en France. Donc en France, 1 million d'utilisateurs d'ici 2025. Il y a plus de 5 millions de lycéens et d'étudiants, donc c'est pas non plus dingue comme objectif. Ensuite, viser plus de 300 établissements partenaires. Aujourd'hui, on a 5 établissements partenaires, donc c'est encore, on est au début de notre modèle, donc ça justifie ce petit chiffre, mais voilà, bouger un peu là-dessus. Et puis après, aller voir dans d'autres pays, comme je vous ai dit, pour voir si on peut faire la même chose. Pour pouvoir créer tout ça, effectivement, alors vous le disiez, c'est vous qui avez initié le projet, mais évidemment, vous êtes entouré depuis. Vous êtes combien à travailler sur Extra Students ? Actuellement, on est 7. 7, et vous faites appel du coup à des jeunes créateurs de contenu aussi, à l'instar de Luca Lescope. Alors voilà, donc Lucas, c'est la première personne à m'avoir rejoint donc dans les cadres vraiment de cette jeune entreprise, on peut appeler ça des cadres, enfin dans les piliers de cette jeune entreprise. C'est Lucas qui m'a rejoint en premier, qui est en charge de la partie communication, marketing, médias, influence. Lucas était un créateur de contenu avant, ça qui a été drôle. En fait, il avait monté un média et il est venu se charger exactement, Fast Info, et il est venu se charger de monter une machine de communication, d'abord organique, ce qu'il a fait chez nous, et ensuite d'aller séduire d'autres créateurs de contenu pour qu'ils viennent créer du contenu, non pas nous en intégrant la boîte, mais surtout en intégrant la plateforme, en créant leur page et en alimentant l'app, quoi. Alors c'est un petit peu en dehors effectivement de l'application Extra Student, mais ma question c'est quand vous voyez tous ces contenus qui sont créés et visibles sur les réseaux sociaux, notamment pour les plus jeunes, on voit beaucoup de fake news, des informations, en tout cas ou de mésinformations. Comment on fait vous chez Extra Student pour pouvoir proposer des contenus qui font avancer, la réflexion chez les plus jeunes? On n'a pas encore ce souci on a trop de contenus, dont des contenus qui sont indésirables. Ça, ce serait un super souci à avoir. Ça voudrait dire qu'on ait trop de contenu. Alors aujourd'hui, forcément, il faut adapter et inculquer à nos créateurs de contenu l'usage de notre plateforme. Pour ce qui est de comment on s'assure et comment on fait pour avoir des contenus quand même assez intéressants, à base quand même éducative, en fait, c'est notre promesse. Notre promesse, c'est d'avoir un réseau qui soit que scolaire, qui porte que sur les thématiques scolaires et éducatives. Donc aujourd'hui, les gens restent plutôt dans le cadre de ce qu'ils peuvent produire. Le jour où on a trop de monde, je pense que ce ne sera pas la même, dans la pratique, pas la même chose. Mais... On rappelle quelques thématiques pour ceux qui nous regardent. Voilà, donc toutes les matières dans tous les niveaux, de la seconde au master, en tout cas du lycée aux études supérieures. Donc créer des sujets, poster des documents, tout ce qu'on a dit précédemment. Et ensuite aussi des sujets sur les études supérieures, sur l'orientation après le bac, ou même, et surtout demain, sur l'orientation professionnelle. Comment on trouve son premier stage, comment on trouve sa première alternance, quelles sont les boîtes qui recrutent, quels sont les avantages à avoir une alternance. Tout ça, on n'est pas encore très au courant lorsqu'on est jeune lycéen. Et on arrive très vite dans les études, donc il faut vite se mettre au goût du jour. Donc voilà, c'est un peu les pistes qu'on va
qu'on va explorer. Et c'est gratuit, mais c'est les professionnels de l'éducation, les professeurs qui payent les contenus, qui vous donnent des sources de revenus. Exactement. Pour nos utilisateurs, c'est gratuit. Donc, et ça le restera, le forfait. Il n'y aura jamais de freemium et de vous avez accès à un contenu gratuit, puis si vous voulez plus, faut payer pour le freemium. Aujourd'hui, on fait du B2B. Donc, en gros, toutes les écoles qu'on intègre, on leur fait payer un petit forfait, un petit abonnement pour être présent. On a tout un travail derrière, parce qu'on va filmer des vidéos sur place, on centralise toute une base de statistiques et des données importantes. Et puis, on se charge surtout de leur communication, c'est-à-dire que nous, on a des personnes qui, chez nous, s'occupent de leur page. On fait tout le travail, en fait. Donc voilà, on fait payer ces écoles-là pour qu'elles puissent s'intéresser à nos profils et être visibles auprès des communautés qui les intéressent. Ce qui nous permet d'avoir un modèle qui ne repose pas sur l'utilisateur. Merci beaucoup Jules d'avoir été avec nous sur ce plateau. Jules Simian-Brochery, qui est donc à la tête de la plateforme Extra Students, qui est donc une application maintenant, une plateforme d'entraide entre les élèves pour réviser les cours et pour avoir donc du coup accès à tout ce qu'on vient de se dire à l'instant. Merci. Merci à vous pour l'accueil. Allez, on part direction les réseaux sociaux, toujours, n'est-ce pas, avec Brandon Warrett ici présent. Cette semaine, Brandon, votre chronique Quoi de neuf sur les réseaux, vous revenez sur le buzz du moment des professeurs qui se lancent sur TikTok ou comment réconcilier les élèves avec certaines matières. Exactement. Leur vidéo faisait déjà un carton l'année dernière à la même période. Rebelote cette année à quelques jours du début des épreuves de baccalauréat et du brevet des collèges. Et il y en a pour tous les goûts et toutes les matières, Virginie. Est-ce que d'ailleurs vous savez quel est le lien entre Kylian Mbappé et Booba ? Pas du tout. Pas du tout. Et c'est les vidéos d'un certain Lev Frankel, il est professeur de philosophie, alias Serial Thinker sur TikTok. En 3 minutes, avec un ton décontracté, il résume les notions du bac de philo à la sauce vulgarisatrice. La justice, l'État, l'art, la vérité, le bonheur, le travail. Et qu'est-ce qui fait la différence avec lui ? Dans chaque vidéo, il prend des références populaires. Exemple pour évoquer le déterminisme et la liberté. Serial Thinker s'appuie sur la série Dahmer, véritable carton il y a quelques mois sur Netflix. Regardez. Mais moi, j'ai jamais eu envie de dévorer un être humain. C'est une pulsion qui n'existe pas dans mon cerveau. Mais Jeffrey Dahmer, lui, il a cette pulsion. Comment est-ce qu'elle est arrivée dans son cerveau ? Est-ce que Jeffrey Dahmer avait le choix de tuer et dévorer ses victimes ? Tout ce qui existe dans le monde a une cause. Rien n'arrive sans cause. Donc tout est déterminé. C'est ce que découvre le philosophe Spinoza, et c'est ce qu'il appelle le déterminisme. La liberté humaine est une pure illusion. On croit qu'on choisit, mais c'est seulement parce qu'on ne connaît pas toutes les causes qui nous ont amenés à agir. Mais lorsque ce n'est pas Dahmer, c'est Booba le rappeur pour parler un peu de musique, voilà, attirer la jeunesse, ou encore le football avec Kylian Mbappé. En un an, 187 000 abonnés et 5 millions de vues pour ce professeur du fond et de la forme. Il a tout compris. Oui, et il y en a d'autres qui ont compris aussi. C'est Félix et Andro, compte TikTok et Insta vachement bien pour la philo. Alors donc après la philosophie, d'autres matières font aussi un carton sur TikTok. Et oui, rien ne se perd, tout se transforme sur Internet. C'est notamment le cas avec l'histoire, évidemment, la discipline phare à l'école. Et le professeur du secondaire au lycée, Yann Bouvier, alias Yann Toucourt, est une véritable star sur TikTok. C'est le chouchou des professeurs. 760 000 abonnés, 100 millions de vues. Imaginez quand même, c'est assez incroyable. Alors la raison de son succès, il déconstruit les idées reçues et les raccourcis des pseudo-historiens. Il y en a énormément sur les réseaux sociaux, aux allures, évidemment, depuis ces dernières semaines de complotistes qui prennent de l'ampleur ces derniers mois, en remettant en cause, forcément, des pans de l'histoire à des fins politiques et idéologiques. Regardez cette vidéo, elle est assez incroyable. Vous regardez les temples grecs, ils sont tous écroulés. Il n'y a aucun temple grec qui a tenu. Aucun, absolument aucun. Alors, à l'exception de ce temple, celui-là, pareil, et celui-ci aussi. En fait, c'est dû à une différence d'éducation. Pas du tout, non. Alors c'est plutôt les aléas des incendies, des invasions. Par exemple, le Parthénon à Athènes a très bien tenu jusqu'au règne de Louis XIV parce qu'on en a fait une église, puis une mosquée, puis une réserve de poudre. Et donc forcément, quand Venise bombarde l'Acropole en 1687, ça tient moins bien. C'est un travail d'utilité collective, forcément d'utilité publique. Le professeur en question qui critique, c'est un professeur à l'université. Donc imaginez quand même l'intérêt de ce que peut faire Yann Toucourt. Alors c'est vraiment le chouchou des internautes, il séduit vraiment les plus jeunes. On peut le voir dans les commentaires, beaucoup de collégiens notamment. Évidemment, le nombre de vues explose ces dernières semaines avec les épreuves du baccalauréat et des épreuves de géographie et d'histoire qui commencent dans quelques jours au collège. Ça ne peut que nous séduire en tant que journaliste. Alors ça fonctionne donc bien pour les matières dites classiques, enfin pour l'histoire,
l'histoire, le français, les maths et évidemment les langues qui sont aussi des matières classiques. Ça marche? Oui, ça fonctionne effectivement. Le russe, l'italien, l'allemand, surtout l'anglais. Il y a énormément de professeurs qui se lancent dans l'aventure TikTok ces dernières semaines. Le premier, le plus connu d'entre eux, c'est Tom Harker, un professeur qui officie dans un lycée à Toulouse. Monsieur Prof, et oui, il est connu un peu par tout le monde. Alors lui, il a choisi la carte de l'humour et ça marche. 700 000 abonnés et 20 millions de vues depuis maintenant un an. Costume, cravate, évidemment, accent londonien, sa marque de fabrique, se filmer durant ses propres cours, évidemment, avec l'autorisation de ses élèves. Parfois, on les voit apparaître dans les vidéos. Et c'est ludique, c'est pédagogique lorsqu'il s'agit notamment de présenter un exercice à la signature 100% locale. Et si je dis les joueurs du stade toulousain à voix haute, vont-ils le remarquer? Edward has yellow in Tamac. Monsieur Kassem Tamac vient faire ici. Because he Quel drinks dommage, ils savent. animal blood. Quoi, on a eu Ramos! Évidemment, un prof à Toulouse avec le Stade Toulousain, et il a raison, le prof, il parle de sa ville, de son histoire. 1 200 000 vues pour cette vidéo en 48 heures. Imaginez quand même, Monsieur Prof à la cote avec ses élèves et aussi avec ses internautes. D'ailleurs, Virginie, en parlant d'anglais, je ne savais pas que notre star locale, notre star de School TV, du Grand JT de l'éducation, notre chroniqueur Guillaume Ouattara, avait aussi une petite casquette de professeur d'anglais. Regardez. Je parlais avec le directeur. Et a priori, je reste pas l'année prochaine. Concoubé. Oh, escalade. Tout ça pour le Kwakubé en fait. Exactement. C'est toujours le même prof parce qu'effectivement nous avons Guillaume Ouattara qui ne cesse de répéter Kwakubé. Je ne sais même pas comment le dire. Toute la journée, c'est une catastrophe. En tout cas, je suis boumeuse en fait. On a certaines notions qui sont présentes. Si vous voulez évidemment en savoir plus pour vous aider dans vos révisions, direction sur TikTok, mais ça ne change pas qu'il faut quand même garder ces bons vieux cours à côté. Voilà, donc des petites piqûres de rappel, ça fait du bien aussi aux anciens élèves, n'est-ce pas Virginie? Quel succès ce Guillaume Ouattara. Même pour une chronique, on lui rend hommage quand même. C'est quand même extraordinaire. On rend hommage à tous les chroniqueurs de School quand même, aussi à Loïc Landreau, à vous, cher Brandon Warrett, et à ceux qui ont beaucoup exercé ici, Michael Dorian et Michael Dos Santos, qu'on embrasse. Merci mille fois. Tout de suite, on va partir retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, elle reçoit Rosa Burstein. Et à côté, donc on le disait tout à l'heure, les podcasts, les mecs que je veux ken. Tu nous rappelles le concept? Eh ben, inviter des mecs que je veux ken. Non, ça c'était un peu le concept de départ, c'était de me dire, au début quand je faisais des cours de théâtre et qu'il y avait un mec qui me plaisait, pour le séduire. Mais l'idée est bonne, hein, en tout cas. Ouais, ça te... En fait, je l'invitais, je lui proposais une scène de théâtre pour qu'on travaille ensemble, qu'on révise la scène et puis peut-être, et plus si... C'est vrai, tu faisais ça? Oui. Et je me disais, et donc je me suis dit, bon, bah, comme stratégie, s'il y a des mecs qui me plaisent, et bah, je vais les inviter dans mon podcast. Et puis on verra si au bout d'une heure de discussion, tu vois, est-ce que le désir est encore là? Et alors? Et bah, parfois non. Et parfois, à l'inverse, oui. Parfois beaucoup plus que tu Parfois beaucoup plus. Parfois, j'invite des gens parce que... Tu peux nous donner des noms? Alors, ok, je vais te donner un nom. Tu vois, par exemple, Adrien Méniel. Je sais pas si tu vois, c'est un gars qui anime le Floodcast avec Florent Bernard. On m'avait dit, mais invite Adrien Méniel, il est trop marrant. Et j'étais là en mode, oui, bah parfois, tu vois, j'ai des recos, tu sais, de gens, on nous dit, invite machin. Et je me dis, ok. Et lui, pendant 1 heure, je suis tellement fascinée par ce qu'il me raconte qu'à la fin, oui, j'avais envie de le ken, tu vois. Et à l'inverse? Et à l'inverse, alors je dirais pas les noms, mince. Mais parfois, tu te rends compte que bon, bah finalement, il est moins sympathique que ce que tu crois, ou que, ouais, au bout d'1 heure, t'es en mode, oh, je sais pas, tu vois, si finalement, est-ce qu'il est pas... Le mec que je veux plus ken. Le mec que je veux plus ken. Et après, j'ai invité dans le podcast, évidemment, des meufs, parce que ken, je me suis rendu compte que ça voulait dire admirer, mettre sur un piédestal. Et je me suis dit, bah, je vais inviter toutes les femmes que je trouve extraordinaires. Et ça, oui, je suis toujours hyper impressionnée. T'as une émission aussi sur YouTube? Ouais, l'un dans l'autre. Ça, donc j'invite des artistes, des amis, souvent des gens qui sont venus dans le podcast, et on regarde un film porno ensemble et on le commente. Mais non. Si, comme des commentateurs sportifs, quoi. Donc on décrit ce qu'on voit. C'est pas facile quand même, comme. Tu sais que j'avais jamais regardé de porno, donc en fait j'ai regardé. Si, bah tu me crois pas. Bah, tu penses que la Fayette du collège, elle matait des films porno Non, mais après elle grandit. Bah vraiment non, j'étais pas du tout. Non, moi, je suis restée au fond la petite enfant bizarre qui n'a pas d'amis. Hein. C'est quand même ma personnalité première. Tu te vois encore comme ça aujourd'hui?
Et donc, j'étais passée... Il y a plein de trucs de la culture populaire où je suis passée complètement à côté. Et les films porno, mine de rien, oui, je pense que c'est une expérience que les gens ont à un moment, et moi, je ne l'avais pas. Et donc, c'est à 33 ans que j'ai redécouvert ça, donc avec des témoins. J'en ai fait des cauchemars quand même derrière. Il y a des trucs qui étaient... Mais c'est bien marrant. Et puis tu fais de la télé, de la radio aussi. C'est sur France Inter, t'as la bougeotte, quoi. Ouais, voilà, j'aime bien découvrir. Bon, après, France Inter, c'est le tout début. Hein. C'est jeudi, demain, ma 2e chronique, donc tu penses à moi. Ouais. Oui, mais quand même. Bah écoute, c'est sympa et je trouve que ça permet de pas être... Je pense que j'ai souffert, tu vois, d'être juste comédienne, où parfois t'es là, tu passes des castings, t'attends une réponse et t'es que dans l'attente et que dans le regard des autres. Tu veux plus être dans l'attente, en fait. Ouais, voilà, je trouve que c'est sympa. Tu prends les choses en main. Ouais, exactement. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Rosa Burstein pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, merci Rosa, et à demain. Tout de suite, c'est Meilleur de School TV avec le Zap. Alors Ramsès n'a pas fini, il n'a pas vaincu la mort finalement. Néanmoins, vous proposez dans ce qui est assez unique une visualisation de Ramsès de 30 à 90 ans. Donc on découvre, alors ça on ne le voit pas dans la visualisation que vous proposez, mais qui mesurait 1m75, ce qui est grand pour le... Voilà, à peu près 1m72, voilà. Parce qu'effectivement il était tout bossu à la fin de sa vie. Il était roux. Il était rouquin. Voilà. Parce que l'origine de la famille vient de Syrie-Palestine. Et donc on sait qu'il était... Maï toute contente. Il était rouquin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il met vraiment à l'honneur le culte de Seth, qui est le dieu qui a assassiné Osiris, mais qui n'est pas un dieu forcément méchant. C'est aussi un très grand dieu protecteur. Oui, c'est pas parce qu'on assassine un peu que... à cette époque-là. Voilà. Dis-moi par exemple, vous dites on lui a cassé le cou pour l'allonger. Donc j'ai lu ça aussi. Mais qu'est-ce qui permet aux archéologues, aux chercheurs de savoir à autant de distance que c'est pour rentrer dans le sarcophage qu'on lui casse le cou et pas parce qu'il se fait casser le cou par un Hittite mécontent? Eh bien tout simplement parce que ça se voit d'un point de vue corporel que vous avez une blessure ante ou post-mortem. Donc là on se rend bien compte qu'effectivement il était mort, qu'on était vraiment avec quelqu'un qui était complètement effondré sur lui-même. Donc pour pouvoir l'allonger, ça se fait entre guillemets régulièrement dans les maisons d'embaumement quand on se retrouve avec des blessures un peu particulières ou des membres qui sont un peu tordus. On peut avec les bandages, on peut corriger. Super. Qu'est-ce qu'on ignore encore de Ramsès? Eh bien, l'homme. Et c'est ça qui est assez terrible et qui est en même temps fascinant. Ça veut dire qu'on a vraiment la personnalité politique, le guerrier qu'il était. On imagine un petit peu l'homme politique et le négociateur, mais ce qu'il aimait, ses goûts, la façon dont il... on sait pas tout ça. Sa parole ou autre, on n'arrive pas à toucher l'homme. Donc on a une légende, mais l'homme nous échappe toujours. On va revenir à ce que signifie le harcèlement scolaire en termes de justice et en termes de code pénal, parce que c'est un délit qui est inscrit depuis mars 2022 dans le code pénal. Que dit la loi très concrètement en cas de harcèlement scolaire? Alors c'est une loi qui sanctionne. La loi est là pour sanctionner dans le code pénal. Article 222-33-2-3, c'est dire s'il a fallu ajouter encore des dispositions légales pour lutter contre ce fléau. Mais c'est une lutte sanction et pas une lutte prévention. Ce qu'elle prévoit, c'est que cet harcèlement moral spécifique dans les écoles, qui peut être opéré aussi bien par des camarades, donc des élèves, des étudiants, que par le corps professoral, les employés, les agents de l'établissement, et donc sanctionné et avec des sanctions endurcies en cas de suicide. Est-ce que c'est efficace ? 1 an et demi après, on en doute, le fléau reste le même et on voit bien que la loi ne permet pas de protéger ces enfants qui sont des personnes vulnérables. L'adolescence, c'est une étape assez complexe pour ces enfants, ces futurs adultes que l'on prépare. L'éducation nationale a un rôle à jouer. Et là, c'est très compliqué parce que le rôle des plateformes est également interrogé dans la mesure où cet harcèlement, à nos époques où on n'avait pas tous ces outils technologiques, le harcèlement moral s'arrêtait une fois qu'on quittait l'école. Aujourd'hui, il est en continu. Donc, comme tu le disais parfaitement, Marjorie, finalement, cet acte fatal, quand il est réussi, est la seule chose qui permet d'y mettre un terme parce qu'avec les réseaux, ça ne s'arrête jamais. Jamais. Charline, quelle est votre plus belle récompense après vos quelques années de carrière? C'est un sourire, c'est un merci? Je pense que la plus belle récompense, c'est vraiment
quand on est sur le terrain et qu'on met en place nos activités et que les populations viennent nous remercier, telle ONG, enfin voilà, vous nous avez, vous avez apporté de l'eau, vous avez apporté une clinique mobile pour la santé, vous avez fait tel projet pour nous et c'est énorme, ça nous a beaucoup aidé, on vous remercie et ça c'est juste tellement gratifiant, c'est pour ça qu'on est là en fait. Et quand on a ce retour en fait des populations, mais également de nos collègues nationaux, où on apprend tous les jours mutuellement les uns des autres, voilà, quand on a tous ces retours, quand des fois c'est compliqué, on se rappelle vraiment ces moments et on se dit oui, en fait, c'est juste ce qu'il faut faire. C'est difficile d'établir, de nouer un sentiment de confiance, d'être en contact justement avec cette population qui n'accepte peut-être pas tout de suite forcément de l'aide. Il faut gagner leur confiance. Comment ça se passe sur le terrain? Alors évidemment, on ne peut pas arriver dans une zone sans déjà nous présenter, sans rappeler nous nos principes humanitaires, sans rappeler notre mandat de pourquoi on est là. On est quand même chez les personnes. On n'est pas, surtout nous en tant qu'expatriés, on n'est pas dans notre zone. Donc évidemment, il y a un très gros travail d'accès qui est fait, il y a un très gros travail d'acceptance auprès des populations qui est fait et qui est nécessaire pour avoir le soutien. On ne peut pas mener une opération, on ne peut pas mener un programme, un projet humanitaire sans avoir le soutien et des populations, parce que c'est elles qui vont nous remonter les problèmes, c'est elles qui vont nous dire qu'est-ce qu'il leur faut en fait. Elles sont au courant de leurs besoins. Donc on doit vraiment avoir cette confiance mutuelle entre nous, personnels humanitaires, nationaux ou expatriés, hein, je ne fais pas de différence, et les populations dans les zones dans lesquelles on va travailler. Pharaon légendaire et grand communicant au risque de la fake news. Alors il y a une bataille que vous montrez beaucoup dans l'expo, qui est la plus grande bataille de chars jamais menée, la bataille de Kadesh, bataille contre les Hittites. Ça ne s'est pas exactement passé comme Ramsès va essayer de le faire croire. Ah oui, alors ça fait partie des éléments qui font que Sa Majesté a toujours le beau rôle, même si effectivement, en fait, Ramsès est tombé dans un piège. Il a un petit peu péché par orgueil, mais s'il a perdu d'un point de vue territoire, puisqu'il n'a pas réussi à récupérer véritablement la cité de Kadesh, et surtout son objectif qui était un port juste à côté, finalement, c'est son ennemi qui a perdu la face, parce que les Égyptiens ont réussi quand même à tenir face à plusieurs charges de chars hittites. Et surtout, l'armée égyptienne a réussi à rejoindre Sa Majesté alors qu'ils étaient distants de plusieurs dizaines de kilomètres. Ça veut dire que Ramsès, son armée était là pour lui, contrairement aux Hittites. Donc c'est pour ça qu'on est un peu avec une sorte de statu quo, mais finalement quand même d'un point de vue diplomatique, Ramsès l'a gagné. Ouais, il l'a gagné, et alors il fait raconter inlassablement, et quand je dis raconter avec des images, cette bataille où on le voit lui, c'est Superman. Partout, puisque de toute façon il n'y a pas de différence pour les Égyptiens entre le texte et l'image, c'est nous qui faisons une séparation. Donc quand nous avons ces immenses représentations de Sa Majesté en train de décocher une flèche et de tuer des milliers et des milliers d'Hittites, c'est carrément la reprise du texte qu'on a tout autour et qui nous raconte comment le roi a réussi presque à terrasser à lui tout seul. Oui, c'est ça. C'est cet empire incroyable qui se trouvait face aux Égyptiens. C'est à la franchise Marvel avant l'heure. C'est aussi la fin de ce conflit. C'est aussi le premier accord de paix dont le texte est accessible. Sur des tablettes, et on a à la fois la version hittite et on a aussi la version égyptienne, qui en plus a été gravée dans le temple de Karnak, donc dans le sud de l'Égypte. Et c'est vrai que c'est un document qui en plus est extraordinaire parce qu'il est éminemment moderne. On a vraiment les tractations et puis une sorte de pacte de non-agression. Il me semble d'ailleurs qu'on a une copie. Proposée par les Hittites d'ailleurs à l'époque. Par les Hittites et par les Égyptiens d'ailleurs. Oui, ils se mettent d'accord. Les deux se mettent d'accord. Ils en ont marre de se faire la guerre. Oui, et puis surtout, ça ouvre une énorme paix de au moins un siècle et quelques, avec une possibilité d'avoir des routes commerciales complètement ouvertes. L'Égypte devient absolument surpuissante. Et il y a une copie sans doute de ce texte, il me semble à l'ONU. Ils ont gardé comme ça le premier accord de paix. Un des plus anciens accords de paix que l'on ait dans l'histoire de l'humanité. Oui, Charline, quel est le quotidien justement d'une chef de mission? Quels sont vos rôles? Alors, il n'y a pas vraiment de quotidien. Chaque jour est différent, chaque heure est différente. Mais on a quand même plusieurs choses qui se ressemblent. Donc, on va faire surtout de la gestion sécu
sécuritaire, valider les mouvements, faire des évaluations sécuritaires, dire oui ou non pour telle ou telle évaluation, par exemple. Ça va être rencontrer des bailleurs de fonds, ça va être rencontrer des autorités, ça va être rencontrer des groupes armés aussi pour faire de l'accès humanitaire. Ça va être du management également, du personnel. Ça va être revoir un budget, revoir un suivi budgétaire sur un projet. Ça va être rencontrer tel ministre pour pour parler d'un projet ou pour inaugurer un projet. Ça va être... Il y a vraiment beaucoup de choses. On ne s'ennuie absolument jamais. Ça va être également beaucoup de visites terrain pour rendre visite, pour voir les projets, pour voir les équipes sur chaque base. Donc voilà, vraiment, on ne s'ennuie à aucune minute. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a en effet la problématique de design, la problématique du X, mais surtout ce paradoxe absolu, s'immerger dans des univers virtuels via des devices et des casques bien réels qui nous coupent du monde. C'est typiquement la raison pour laquelle les autres big tech, Google pour ne pas les citer avec les Google Glass, Microsoft avec HoloLens, Meta forcément avec Quest en ce moment, se sont égarés pour pas dire planté. Ouais, exactement. Bah oui, parce que non, mais en fait le truc c'est et c'est pour ça que je répète, c'était quand même ça. C'est bien que Apple l'ait fait pendant la WWDC. Le principal, tous ceux ils se sont plantés parce qu'en gros on te sortait ces lunettes là ou ces casques et qu'est-ce qu'on voyait ? On voyait une plage dans les Caraïbes, un musée à Florence, etc. La durée d'utilisation et de la démo durait 5 ou 10 minutes ou 1 heure. Parce qu'en plus, il faut pas déconner, il ne faut pas quand même trop garder ça trop longtemps sur les yeux. Le problème majeur de ça, ce sont les applications et les contenus. Qu'est-ce qui a été dit lundi ? Lundi, il a été dit que tout ce qu'il y a sur vos tablettes, sur vos smartphones, sur vos ordinateurs, vous l'aurez là-dedans. Il n'y a plus de souris, à part vos doigts, en faisant ce petit geste, ou vos yeux qui vont activer certaines choses au fur et à mesure qu'ils vont apprendre, parce qu'il y aura de l'IA dedans. Première chose. Donc, on pourra remplacer ce qu'on a dans nos écrans classiquement. Le deuxième, ils ont fait venir le CEO de Disney, qui a le plus gros, la plateforme la plus grosse en termes de contenu, en mettant toutes les applications et tous les contenus possiblement là-dedans, ils ont déjà gagné ce que les autres n'ont jamais réussi à faire. Donc là, c'est le truc est plié. La seule chose qu'ils ont réussi à faire, et qui est plutôt une bonne chose pour les entreprises que tu viens de citer, c'est qu'il y avait une forme d'hiver des métaverses. On se dit, bon, ok, ils ont lancé des trucs comme ça. Meta, Facebook s'est fait appeler Meta en plus, et on comprenait plus rien. Pourquoi c'était quand même un petit tour de passe-passe en termes de communication en plein éclatement. Bien sûr. Mais même, c'était quand même soi-disant la grosse stratégie, etc., le gros machin et tout. Mais on a l'impression qu'on rentrait quand même dans un hiver sur la 3D et pour longtemps. En une seule keynote, ça y est, ça a dépoussiéré tout ça. Merci à vous tous d'avoir suivi ce grand JT, canal 247 sur les Freebox, canal 217 sur la box Orange. On se retrouve évidemment demain avec toute l'équipe. Brandon, vous serez là demain ? Demain, effectivement, je serai là, avec plaisir. Voilà, miracle. Alice Pitavi à la réalisation, merci 1000 fois. Également à Héloïse Merlin au son, Laure Audemont au maquillage, Emma Guesset, la Galette de la Noix à la rédac. Très bonne soirée à tous. Ciao.